Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Monsieur, vous le voyez à l'écran évidemment, Monsieur Mohamed Cherif Aïdara, il faut le rappeler, le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Avec lui, nous allons faire le tour d'horizon évidemment. Monsieur Aïdara, bonjour. Bonjour la belle. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules. Monsieur Aïdara, bienvenue. Donc j'ai envie de commencer par vous poser la question, comment vous allez au Mali avec cette transition que vous êtes en train de vivre depuis le départ des IBK et l'avènement des militaires au pouvoir? Merci Jacques. Avant de répondre à cette question, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe de GG. Nous écoutons quand on est à... Approchez-vous du micro. Nous les écoutons tous les jours de là où nous nous trouvons. C'est une référence aujourd'hui de l'émission interactive sur tous les plans social, politique, culturel. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Je vous en remercie. Je voudrais également préciser que la transition se passe très bien, contrairement à ce qu'ils pensent beaucoup de gens. Et nous avons participé pendant les protestations. Je me rappelle que vous m'avez interviewé une fois où je vous disais que si IBK n'acceptait pas nos propositions, il va finir par partir. Alors quand il est parti, il y a eu une question d'harmoniser les positions sur les M5 RFP qui a mené des revendications, des protestations. Il s'en est suivi de morts, plus de 14 personnes. Et le gouvernement a été mis en place sans les M5 RFP. Donc j'étais l'une des rares personnes qui disait sur tous les plateaux, sans les M5, la transition. Ça c'est le premier gouvernement, de One. Du gouvernement de One. Et sans les M5, la transition est vouée à l'échec. Au point où on m'a qualifié de shérif d'M5. Bon, ils ont fini par comprendre que Badaou avait reçu des instructions de changer son gouvernement en écartant et les deux colonels. Des instructions de qui? Des instructions de Macron. D'accord. Durant son séjour là-bas. De qui, vous dites? De Macron. Le président Macron. Macron, le président. Le président français. Alors, vous êtes en train de dire que c'est Macron qui a fait et défait le gouvernement malien, le premier? Non, pas défait, non. Je dirais simplement que la France était inquiète du rapprochement entre le gouvernement de la transition malienne à la Russie. D'accord. Et vous dites, monsieur, que la transition malienne se porte très bien, contrairement à ce que pensent beaucoup. J'ai envie de comprendre. Le contrairement, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce que les gens disent qui ne serait pas normal dans la transition malienne? Parce qu'il y a quand même cet audio, c'est l'actualité d'ailleurs, et qui fait écho, l'audio du président Alassane Ouattara qui a fuité avec Boubou Cissé, l'ancien PM malien. Beaucoup disent, il y a eu de la sanction de la CEDEAO qui empêche beaucoup de choses au Mali actuellement. Il y a le Mali qui a rappelé l'ambassadeur, qui a renvoyé l'ambassadeur de France dans son pays. Dites-nous, est-ce que tout va bien au regard de tout ce qui se passe par rapport aux sanctions? On apprend que le panier de la ménagère a augmenté, les choses flambent au Mali. Justement, rien ne va. On aura d'ailleurs un élément de reportage de la RTI Justement, dans un instant. ça ne va pas du tout au Mali, monsieur. Dites-nous clairement. En fait, je suis bien fondé de vous parler de la transition, et de comment est-ce que ça se déroule. Et je confirme et je réaffirme qu'on se porte très bien. Expliquez-nous. Alors, je vais vous en expliquer. quoi ça va lorsque le pays est sous sanction? Je vais vous expliquer. Dans la plupart des pays de la CEDEAO, vous êtes bloqués. Oui, tout à fait. Voilà. Nous savons exactement ce qui est en train de se passer. Non, c'est tout à fait normal. Laissez-le répondre. Je vais répondre. Je fais partie des 19 personnes qui ont choisi le président et le vice-président, qui est actuellement président. Et je fais partie de ceux qui ont proposé les 5 points de négociation qui ont abouti à une solution. Et les sanctions de la CEDEAO étaient prévues. J'ai fait partie aussi de ceux qui ont élaboré la charte. Nous avons demandé 3 ans et CEDEAO a dit 1 an. Et finalement, ils ont coupé la poire en deux. Moi, ma position avec quelques personnes qui étaient avec moi, qui partageaient mon avis, on accepte 1 an et on fait un bilan d'étape à partir de 9 mois. Parce que nous savons que dans un pays comme le Mali, dire que vous allez faire une transition de 1 an ou de 2 ans, c'est pratiquement impossible. Et il faut comprendre qu'au Mali, nous avons 26 000 étrangers. Nous avons 14 000 militaires de la MINUSMA. C'est le contingent le plus meurtrier dans l'histoire des Nations Unies. Il y a eu 147 de la MINUSMA qui sont morts, y compris des Guinéens. Nous ne contrôlons pas 80% du territoire. Et vous voulez nous dire de faire la transition à la Burkinabé?
Mais vous voulez dire aller vers les élections? C'est le tripatouillage de ces élections qui a amené la révolte. Donc cette démocratie à l'européenne imposée n'a pas marché. C'est un échec. On a été le premier pays à accepter, après la conférence de Bâle, de tenir des élections. On a été félicité. Et nous avons élaboré une constitution et auquel nous y tenons. C'est le seul pays où tu trouveras qu'il y a une charte qui cohabite avec la Constitution. La Constitution. Alors, en résumé, vous ne croyez plus à Là, la démocratie à l'occidentale. Non, je n'y crois pas. Je relève juste... Je réponds maintenant. Quand vous dites, je vais répondre à votre question. Mais laissez-moi juste relever cet aspect de votre propos. Oui. Vous dites que vous étiez pour une transition de 1 an. Et finalement, c'était au départ 3 ans. Oui. Vous étiez pour 1 an. Oui. Après, on est allé à 5 ans. Non. Ce contre quoi la CEDEAO s'est érigée. En fait, c'est ce que je dis. C'est peut-être que vous avez très mal compris mes propos. C'est pour moi, il y a la CEDEAO qui a été créée par des putschistes. Ouais. Comment ça? Oui. Yacouba Gowon était un putschiste. Yadema était un putschiste. C'est vrai. Et Moussa Traoré était un putschiste. C'est la vérité. Vous comprenez? Est-ce que vous remettez en cause à ce niveau-là la Si, j'en viens. Non, mais... Attends, vous allez comprendre en fait. Vous allez comprendre. Vous savez, la CEDEAO a été créée pour permettre à la France d'avancer dans un projet de l'Union européenne. Il fallait créer la CEDEAO pour arriver à un espace économique européen. Vous êtes particulièrement différent en termes de lecture de l'institution sous-régionale. Bien sûr. Où mettez-vous le sens ou le génie africain, finalement, qui conduit à un espace intégré, ce besoin d'avoir un marché intégré propre à la sous-région? Oui, mais ce que vous êtes en train de dire, Tamba... Parce qu'au départ, on était sur le facteur économique. Oui, il fallait étendre un marché sous-régional qui permettrait une meilleure fluidité, une meilleure activité Elle est très économique. bien. L'intégration, la libre circulation de biens et de personnes est une excellente chose. Mais on a été un centre d'expérimentalisation pour les représentants. Non, mais en fait, je vous le dis, Oui. parce qu'au départ, la CEDEAO n'est pas construite avec un dessin politique. Non, pas la du tout. CEDEAO politique vient arrive après. en 2001. Voilà, c'est pourquoi En 2001, j'en viens. je ne vous entends pas sur ces sujets-là. Allez-y. Justement, j'en viens. La CEDEAO, l'Union européenne, après Maastricht, il fallait l'élargir et avoir un espace économique de libre circulation de biens débouchés et de du marché. personnes. Débouchés du marché. C'est ce qui a amené le protocole additionnel de 2001, où on a parlé de bonne gouvernance, de démocratie et tout le reste. Vous savez, Mitterrand était venu à Bamako. Vous savez, c'est pourquoi il était venu cette visite-là. Allez-y. Alors, il était venu pour demander au gouvernement malien de mettre en place un mécanisme de la décentralisation. Donc, la décentralisation a commencé au Mali avant la France. Donc, aujourd'hui, ce que nous vivons, ce n'est qu'un échec total du système démocratique qui nous a été imposé par nos pays. Alors, le résultat est là. Comment pouvez-vous expliquer un pays démocratique qui a élu un président démocratique connaît 4 coups d'État? Alors, vous avez certainement un problème. Vous avez un problème au Mali. Nous avons aussi un problème en Guinée. Enfin, il y a beaucoup de problèmes. Mais si il faut rattacher la naissance de la démocratie, de la décentralisation, il faut la rattacher aussi bien à la France et expliquer que les échecs sont dus à cela. Ce que l'on voulait avec la décentralisation, c'était d'en finir avec un parti-État, un État-providence, c'était de donner plus de participation aux collègues, aux communautés. Je ne sais pas si ce rappel historique a son importance. Les accords de Cotonou. Les accords de Cotonou. Ce rappel historique, Non, permets Antoine. Moi, je veux bien voir la logique. Il y a logique. une question qui subsiste. Je voulais terminer. Il y a une sanction contre le Mali. Je veux l'entendre sur la question. Oui, ça viendra, mais laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Allez dans l'histoire. Les accords de Cotonou, qui fondent quand même dans une large mesure l'avènement de la décentralisation et puis la participation, la prise de responsabilité des populations à la base, ce n'est pas en soi une mauvaise chose. Il y a de bons élèves qui ont réussi. Oui. Dans le cas malien, est-ce qu'il n'y a pas une obsession française finalement dans ce propos que vous portez? Bien, on va revenir dans un instant, mon cher Tamba, si vous le voulez bien, parce qu'on a un élément sur l'actualité du côté de Mali. Comment se porte le Mali aujourd'hui? Si vous le voulez bien, mon cher ami, on va regarder cet élément et puis derrière, on revient pour continuer les grandes gueules avec évidemment la permission de la télévision ivoirienne RTI. C'est un reportage signé Abdoulaye Koné. This is the 6th extraordinary summit
C'est le 6e sommet extraordinaire auquel vos excellences ont participé concernant les questions du Mali et de la Guinée. 9 janvier 2022, 9 février 2022. Il y a exactement un mois que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO décidaient de sanctionner le Mali. Une décision avec effet immédiat assortie de la fermeture des frontières et d'un blocus économique. Une semaine plus tard, le gouvernement de la transition appelait les populations à manifester en soutien aux autorités de la junte et contre les mesures jugées extrêmes de la CEDEAO. Une mobilisation des grands jours certes, mais une situation qui depuis lors est devenue intenable pour les opérateurs économiques un mois après les décisions de la CEDEAO. En tant que commerçant, les prix ont augmenté. Il y a l'inflation générale, il y a l'inflation interne. Est-ce que tu vois? Parce que l'inflation générale, les prix ont augmenté sur le plan international. Mais l'inflation interne, ça c'est dû vraiment à l'embargo. Depuis le début de la sanction, nous, on a eu beaucoup de difficultés dans notre entreprise. Et les transitaires, les transporteurs, nous, franchement, on ne travaille pas sous l'embargo. À Bamako, le quotidien des populations ne s'est pas non plus amélioré. L'inflation est au rendez-vous. Aujourd'hui, à part les légumes, rien n'est abordable dans le marché. Ni oignons, ni d'huile, la viande même n'en parlons pas. Les mesures prises par la CEDEAO n'étaient pas destinées à rendre pénibles les conditions de vie des populations, mais d'emmener la junte à raccourcir la durée de la transition. Pour preuve, les produits médicaux et de première nécessité ne sont pas concernés par l'embargo. David Expert, les sanctions de la CEDEAO sont arrivées dans un contexte économique délétère. La condition du pays reste marquée par la chute des exportations en 2020 et la baisse des importations. Un blocus financier qui représente un frein pour le refinancement du Mali sur les marchés obligataires de l'UEMOA. Le Mali mobilise près de 850 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA. Alors si le Mali est en conflit avec l'UEMOA, il va sans dire que pour la mobilisation de ces ressources additionnelles nécessaires à son budget, le Mali aura beaucoup de difficultés pour boucler son budget. Cette année, le Mali tablait sur une augmentation réelle de son PIB de l'ordre de 5,7%. Et le Mali misait sur des hypothèses de relance de son économie via les exportations, via les secteurs secondaires et tertiaires. Malheureusement, le crédit bancaire va s'amenuiser dû au gel des avoirs du Mali au niveau des banques et même les banques auront du mal à se refinancer puisqu'elles sont liées à la banque centrale. Donc il va sans dire que le Mali est aujourd'hui en réelle difficulté. C'est vrai que les autorités maliennes, pour des raisons politiques, essaient de donner l'impression de tenir la dragée haute, mais je n'ai pas l'impression que le Mali pourra tenir pendant 5-6 mois. Bien que sensible à la situation que traverse le Mali, il s'agit pour la CEDEAO, dont la crédibilité est en jeu, de défendre ses principes fondamentaux de gouvernance et de prévenir l'instabilité régionale. Personne n'a envie de voir le Mali ostracisé, excommunié carrément de la communauté que nous formons. Donc nous nous réjouissons. Je pense à CEDEAO aussi se réjouit que les autorités maliennes se mettent dans de nouvelles dispositions. Après, elles n'ont pas toujours fermé la porte, tant mieux. C'est la preuve que le dialogue reste la base des relations en Afrique de l'Ouest. Les exigences à la CEDEAO sont claires, c'est d'avoir un calendrier raisonnable pour un retour le plus rapide à l'ordre constitutionnel en tenant compte justement des réalités au Mali. Donc, je pense que si la junte montre plus l'ouverture, comme on le voit, et qu'elle propose un calendrier constructif, il n'y a pas de raison que la CEDEAO et toute l'Afrique de l'Ouest, les peuples, n'accompagnent pas la junte dans la sortie de crise. Ces dernières 24 heures, les autorités de la transition ont multiplié des gestes d'apaisement à l'endroit de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la communauté internationale dans son ensemble. En témoigne cette note officielle signée du ministre de l'Administration territoriale et porte-parole du gouvernement. Dans le cadre de la poursuite du dialogue avec la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale concernant la conduite de la transition, le gouvernement de la République du Mali a mis en place un mécanisme de concertation pour soutenir cette dynamique. Ce mécanisme a pour but de rechercher une solution conciliant les aspirations du peuple malien et les demandes de la communauté internationale, notamment à travers l'adoption d'un chronogramme consensuel.
Rappelons que la CEDEAO entend lever progressivement ses sanctions contre le Mali si et seulement si les autorités actuelles présentent un calendrier acceptable et que des progrès satisfaisants soient observés dans sa mise en œuvre. Retour dans ce studio, évidemment, un document de la RTI, la radio-télévision ivoirienne, avec Abdoulaye Koné. On a regardé cet élément de reportage. Alors moi, partant de cet élément de reportage, je voudrais vous poser la question qui est celle-ci. Au-delà de la crise économique, même pendante, le Mali n'a jamais été économiquement forte, malgré les années démocratiques dont on parle. Aujourd'hui, la question sécuritaire est une véritable préoccupation. Ce matin, j'attendais... Mais Roby, non, attends. Avant la question sécuritaire, sur cet élément, moi je veux avoir son avis. Parce qu'il est acteur de la société civile au Mali sur la cherté de vie, l'inflation qui est présentée par le média ivoirien, pour savoir, lui, ce qu'il en est, ce que son organisation a pu observer concrètement. Est-ce que ces mesures, enfin, dans quelle mesure les sanctions de la CEDEAO affectent-elles l'économie et la stabilité, le service, notamment sur les services sociaux de base au Mali aujourd'hui? Très bien. En répondant à cette question, j'aurais également répondu. C'est des questions. Un élément qui contraste avec vos propos. Oui. C'est Antoine. On est aux grandes gueules. Les grandes gueules. Alors, vous savez, depuis 2013, le Mali vit une situation très difficile. Ouais. Mais il vous souviendra qu'on est resté la troisième économie de l'Union de l'UEMOA. Et notre inflation n'a pas grimpé au-delà de 75%. Notre taux d'endettement est de 3%. Les pays les moins endettés au sein de l'UEMOA. Donc ce qui fait que l'économie malienne a pu tenir. Et il est évident qu'aucun pays ne peut survivre à des sanctions pendant très longtemps. Même l'Iran n'a pas arrivé à le faire. Et la Russie est menacée par des sanctions par l'Union européenne. Donc nous sommes le Liban, nous sommes un pays qui n'a pas de port. Ok? Et il se trouve que la population ressent aujourd'hui les effets de la sanction. Le gouvernement a fourni des efforts énormes. Ils ont exonéré plus de 1000 milliards CFA pour permettre aux commerçants de souffler. Nous avons trouvé des débouchés à la Guinée et venant de la Guinée pour nos importations. Les grandes 65% de nos importations viennent du port du Sénégal. Oui, absolument. Vous comprenez? Et ce que les gens n'ont pas compris, 3 millions de Sénégalais vivent de l'importation malienne du port du Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est une bombe. Oui, on a suivi la crise là-bas. La crise là-bas. Donc le panel de l'aménageur, le gouvernement a tout fait pour l'alléger. Donc la Guinée est en train de devenir un hub pour le Ça Mali. sera un hub. D'accord. On ne va plus passer ailleurs. D'accord, très bien. Ce qui est un avantage pour notre économie. Tout à fait. On ne va plus passer ailleurs. Le port doit être grandu. Et non, c'est fini ça. Mais est-ce que vous comprenez la sanction de la CEDEAO, les raisons évoquées pour la sanction? Nous comprenons les sanctions de la CEDEAO qui sont illégitimes et illégales. Il est nulle part dans le protocole additionnel sanctionner un pays qui n'est pas littoral. En 1985, il y a une résolution des Nations Unies qui l'interdit strictement. Ils l'ont fait. Dans le protocole additionnel de 2001, il y a nulle part dit de fermer les frontières aériennes et terrestres. Alors, d'où est-ce qu'ils tirent les légitimités? Mais est-ce que pour vous, est-ce que les 5 ans... Ils n'ont pas le droit non plus. Est-ce que les 5 ans évoqués pour la transition malienne est raisonnable selon vous? Est-ce que les 5 ans proposés par la junte militaire est raisonnable? Ces 5 ans, nous avons fait des assises nationales de refondation. Au sein de ces assises, il y a eu des voix qui sont levées pour proposer 6 mois. Il y en a d'autres qui ont proposé 2 ans. Nous, la diaspora malienne, on a proposé 2 ans depuis septembre. Septembre. Quelque chose, et vous avez dit quelque chose qui était important. Vous avez proposé, vous, une solution raisonnable qui était 1 an ou 9 mois et puis renouvelable en fonction des résultats. Voilà, non, moi j'ai écouté. Finalement, ce qui arrive à la CEDEAO, c'est 5 ans. Attends, Antoine. Non. Les 5 ans, c'était une base de négociation. Non, mais repartez sur votre proposition que vous avez dit. Tout à fait. Voilà. La base de négociation de 6 mois à 5 ans, c'était une base de négociation. Ce qui a énervé en fait la CEDEAO, il y a eu des erreurs diplomatiques qui ont été commises par notre Premier ministre. Les grandes gueules. Et il en a fait
5 erreurs diplomatiques en moins de 40 jours. De quelle nature? Expliquez-nous. 1. À l'ONU, la France nous a abandonnés en plein vol. C'était ni utile ni nécessaire parce qu'il y avait un soldat français qui était mort, qui n'avait même pas été enterré. 2. Il déclare 2 jours après à New York, dans France 24, que la transition serait prolongée de quelques semaines ou de quelques mois. Il a convenu ça avec qui? Avec personne. Alors qu'on a un accord avec la CEDEAO qui a validé la charte dans laquelle on a dit 18 mois. 3. Il vient en Suisse, il déclare dans une télévision russe que les Français entraînent des terroristes à Kidal qu'il a les preuves. Mais pourquoi le dire? Arrivé à Bamako, on devrait soumettre. Pourquoi ne pas le dire Non, pourquoi ne pas le dire s'il a des documents qui ne se disent pas. C'était pas utile, Tamba. C'était pas utile, Tamba. Il y a des choses qui ne on est dans une période où on est contesté, on nous fait des pressions. Quitte à taire la vérité. À taire la vérité. Mais ce qu'il dit est grave. La vérité n'est pas bonne à dire. Monsieur Aïdara, Monsieur Aïdara, toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Je connais la formule depuis. Mais attendez. Nous sommes dans un. Vous-même vous dites 80% du territoire n'est pas contrôlé par l'État malien, des morts à répétition. Diplomatiquement, c'est une erreur. Je termine. Vous allez dire ça aux familles de Guinéens qui envoient des contingents là-bas, qui sont morts par ça, et puis le Premier ministre dit, j'ai des preuves que la France entraîne des terroristes qui tuent nos fils, qui tuent nos frères. Pour quel intérêt? Non, mais pour quel intérêt? L'information est déjà un premier intérêt. Oui, mais Tamba, nous sommes dans un bras de fer avec les partenaires. Exactement. Y compris la France, qui est le partenaire principal. Ce n'était pas utile de sortir ça, ce moment précis. Monsieur Maintenant, Adela. le quatrième point, la quatrième erreur, c'est que le 31 octobre, le gouvernement devrait soumettre le chronogramme pour les élections. 5 jours avant, le représentant de la CEDEAO a été renvoyé du Mali. Donc c'est ce qui a énervé la CEDEAO. Grave erreur. Et là, il y avait une ligne rouge. Ça leur donne des moyens de faire tout ce qu'ils veulent. J'en viens, Tamba, pour comprendre. Moi, j'en viens, Tamba. Les erreurs. Il y a une 5e erreur. Attends. Non, Antoine, c'est pas parce que tu es favorisé par le micro que tu dois nous fatiguer. Non, pas favorisé. Il y a une 5e erreur. Il y a une précision. Moi, je suis d'accord avec ce que dit le Premier ministre. Il n'a pas menti. Mais c'était ni utile ni nécessaire, c'était pas le moment. Parce qu'on avait besoin de tout le monde. Monsieur Aïdara. Et la ligne rouge qu'il a franchie, qui est de négocier avec les terroristes. Ils ont fait une déclaration pour revenir dessus. Moi, quand je le dis en 2017, on m'a failli me lyncher si je n'étais pas sur le podium. C'est moi qui étais le premier à dire, pendant la conférence d'entente nationale, il faut négocier avec Iyad Koufa parce qu'on n'a pas d'autre alternative. Donc, quand tu as besoin de tout le monde, quand ton image et ce que tu dis dépend de la survie de ta nation, il faut savoir se taire parfois. Alors, je vais vous entendre sur le Premier ministre parce qu'il est venu quand même des rangs de contestataires. Oui. Et c'était votre exigence. Bien parce sûr. Que le gouvernement de Mokhtar Ouane, c'était plutôt parachuté. Et nous le soutenons également. Et vous le soutenez, mais malgré ses erreurs. Absolument. Maintenant, l'autre question que je greffe à celle-là, parce que vous semblez mettre en avant la question sécuritaire. Et vous dites, vous avez plus confiance aux autorités actuelles de ramener donc certains territoires perdus dans le giron de l'État de Bamako. Dites-nous aujourd'hui, c'est quoi la situation? C'est quoi la véritable situation sécuritaire au Mali? Les FAMA ont pris une ascendance extraordinaire. Aujourd'hui, vous avez des terroristes qui viennent rendre leurs armes, qui se livrent. La coopération avec la Russie nous a permis d'avoir des armes. Eh bien. Ah oui. Donc vous êtes en train de nous dire, attendez. Vous assumez cette coopération. Attendez. Vous êtes en train de nous dire que la Russie est en train de réussir, en tous les cas le groupe Wagner est en train de réussir en quelques semaines ce que la France, l'Union, les grandes puissances n'ont pas réussi en 2, 3 ans, 4 ans. Je le confirme. J'insiste et je persiste et je signe. Aujourd'hui, la zone de Nara, le centre de Mopti, de Banyagara, les terroristes ont fui, ils rendent leurs armes. Mais vous vous rendez compte, en Guinée, vous avez un contingent militaire pour survoler de Conakry à Zéro-Corée. Il faut que vous donniez une autorisation dans votre propre territoire. Ah oui, ça on est d'accord. Vous comprenez? L'armée malienne FAMA ne pouvait pas survoler son propre territoire. Oui, on est d'accord. On ne pouvait pas acheter des équipements militaires. Monsieur Aïdara, là, à ce niveau, vous révélez une chose que même les autorités maliennes ne révèlent pas. Ils disent qu'il n'y a pas de Russes sur leur territoire. Ah non, ça s'est passé. Ce débat est passé. Ils n'ont pas reconnu. Non. Jusque-là, sur le cas Wagner, voilà, mais la jeune ne reconnaît pas. Alors, qui sont ces Russes qui sont sur votre territoire alors? Est-ce l'armée russe qui est là-bas?
Qui sont ces Russes? Je vais vous dire que la Russie a été le premier pays qui a soutenu le Mali après les années. Comment? Militairement. Nous, les Mali. C'était dans des circonstances particulières. Oui, je comprends. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des militaires russes sur le territoire malien? Est-ce que vous me confirmez? Nous avons des militaires russes officiels qui sont sur le sol malien officiellement. Ce n'est pas ce que le Mali dit. Ça date maintenant. Non, mais ça date depuis les années 60. Moi, je comprends Wagner, voilà. Vous voulez parler de Wagner. Ils n'ont pas reconnu. Alors, ce qui est étonnant, vous êtes là depuis 9 ans. On a perdu des milliers de personnes. On a perdu 80% du territoire. 26 000 soldats. Vous avez la Barkhane, 5 000. Vous avez la force Takuba qui est une force d'expérimentalisation encore sur le sol malien pour permettre de créer une force européenne que l'Union européenne a toujours refusée. Alors, comment voulez-vous que nous restons là sans trouver une aide ailleurs? D'accord. De reprise, des opérations. Et je peux vous dire aujourd'hui, les soldats maliens aujourd'hui, les FAMA ont repris plusieurs territoires. Et d'ici la fin février, d'ici le 15 mars, on va retrouver les 60% des 80%. Et que dites-vous de la sortie, de la fuite de l'audio d'Alassane Ouattara avec Boubou Cissé, qui a fuité, parce que dans l'audio, on entend clairement Alassane dire que le Mali est étouffé économiquement. Boubou Cissé également, qui dit que dans quelques mois, il n'est pas évident que la junte militaire s'en sorte. Vous savez, les sanctions de la CEDEAO qui sont illégitimes et illégales sont destinées uniquement à créer la révolution des ventres. Bien. Merci. Et nous l'avons compris. Voilà. Nous l'avons compris. Mais ça ne se passera pas. Ça n'arrivera pas. Pour la simple raison, les autorités ont pris des décisions très tôt. Parce que la vision de la transition aujourd'hui, c'est retrouver totalement, découvrir totalement l'intégrité. Voilà. Et ça ne peut pas se faire le délai qui nous ont été exigés par la CEDEAO. Oui. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, M. Haïdara, d'être passé. Malheureusement, si on fait de la radio, c'est l'heure aussi. Forcément, on aura le temps de revenir dans le journal. Allez-y. Très bien. Alors, je voulais dire ceci. Les Maliens sont très reconnaissants vis-à-vis du peuple guinéen, et particulièrement le colonel, qui nous a apporté son soutien, qui a ouvert leurs frontières, l'air et les frontières, toutes les frontières en fait, aériennes et terrestres. Et aujourd'hui, nous disons qu'il est beaucoup plus important pour les deux peuples d'aller au-delà de l'ouverture de frontières. C'est que nous, aujourd'hui, la diaspora malienne, nous avons arrêté depuis un bon moment d'envoyer l'argent par Orange Money, bien que ce n'est pas fermé, parce que chaque jour, nous apportons 2 milliards par jour au Mali. 2 milliards. Rien que la France, c'est 800 millions par jour. Les Maliens qui sont en France. Donc la diaspora guinéenne doit penser à faire la même chose, parce que vous allez également avoir des sanctions les semaines ou les mois à venir. Bien. Alors donc il est important que vous restez résilients, restez sereins, restez calmes. Ils ne vont pas nous imposer ce qu'eux n'ont pas pu réussir chez eux. Le général de Gaulle est resté 14 ans président avant d'être élu. Donc qu'on ne nous dise pas aujourd'hui la transition finit dans 2 ans, dans 3 ans. Non, on va la terminer quand on aura mis les institutions fortes, on aura sécurisé nos pays. Ce n'est pas le cas de la Guinée. Ce que nous demandons à la diaspora aujourd'hui, c'est de faire une fédération Mali-Guinée. Bien. Nous ne pouvons plus continuer à être traités de cette façon avec nos voisins. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec vous, nous allons faire lecture de quelques messages un peu plus tard. On parle de ces limogeages, évidemment, mon cher Jacques. Quoique, il y a la SEG. De ce côté aussi, le DG a sauté, mon cher ami. Le DG a donc sauté. Il ne part pas seul. Il part, je crois, avec son comptable. Tu crois? Puis, oui, je viendrai sur les détails. Et puis, l'autre chose qu'il faut ajouter, c'est qu'ils ne partent pas tranquillement, parce qu'il s'agit quand même de suspicions qui pèsent énormément sur eux. Monsieur Diallo, donc, qui est ingénieur hydraulique, qui a été directeur général de la SEG, ensuite secrétaire général du ministère de l'assainissement et de l'hydraulique, qui revient donc à cette fonction. Va donc opérer comme beaucoup d'autres directeurs de régie après le dégel des décaissements.
Et depuis lors, on cherche, n'est-ce pas, à avoir des justifications, aussi bien du côté de l'agence judiciaire de l'État qu'au niveau de la CRIEF. Les justifications n'arrivent pas. Ils sont donc soupçonnés, lui, Djouldé et Ousmane Kourouma, qui est économiste, de détournement de 3 milliards 661 000 francs guinéens au préjudice de l'État. Waouh. Ils ont... Hein? Millions. J'ai dit 3 milliards 661 millions de francs guinéens au préjudice de l'État. Donc merci de la précision. Les chiffres nous fatiguent souvent. Et ils auraient aussi donc altéré frauduleusement la vérité dans un écrit relatif aux bons de commande et factures. Je voudrais un peu m'arrêter là-dessus parce que ce montant de 3 milliards concerne plusieurs situations. Il s'agit d'abord pour l'agence de Kindia, un contrat de location qui n'a pas été présenté parce qu'il s'agit des factures qui ont dû être payées pour la location, n'est-ce pas, du siège qu'occupe, n'est-ce pas, la SEG de ce côté, pour un montant de 35 700 000 francs guinéens. 35 millions. 35 700 000 francs guinéens. Donc, malheureusement, le contrat de location n'a pas été présenté. Ensuite, après le putsch du 5 septembre, il y a le personnel de la SEG qui serait donc du côté de Sékou Touréa, qui a subi des pertes. Il y a un nombre important de travailleurs qui étaient de Sékou Touréa qui a donc subi des pertes. La SEG a donc indiqué devant les autorités compétentes avoir dépensé 24 200 000 francs guinéens. Sauf que dans un premier temps, il n'y a pas eu de procès verbal de constat pour établir clairement qu'il y a eu dommage. Et l'autre chose, encore les factures qui manquent à l'appel. Et dans l'ensemble, il y a des factures et des bons de commande qui ont été présentés après donc des bons de livraison. Donc ça, pour être beaucoup plus simple là-dessus, ce sont les bons de commande qui doivent d'abord précéder les bons de livraison et finalement des factures. Sauf que là, on présente une situation d'un montant au moins de 3 milliards 610 510 000 francs guinéens. C'est un montant total pour lequel les bons de commande sont postérieurs aux bons de livraison et aux factures qui ont été présentées. On se pose donc la question comment on peut de cette façon antidater donc les dossiers. Vous savez, on avait présenté la situation de l'IRAG ici. Il faut le dire en français facile, c'est-à-dire les commandes sont venues après la livraison. C'est après la consommation, la commande est venue. Oui. Donc c'est une question de suspicion. Ouais. Et vous voyez, tu es mauvais, hein. C'est-à-dire que tu vas dans un resto, tu manges. Après, on vient avec le menu. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Je crois pour l'IRAG, on l'avait présenté ici. Le directeur qui dit avoir engagé des contractuels pour qui il avait payé de l'argent, sauf que pour justifier, il prend une note de service, donc pour des salaires qui ont été payés en septembre, il prend une note de service en octobre pour les engager. Donc vous voyez là un peu la contradiction qui peut apparaître. Donc, et ce n'est pas tout. En qualité d'agent public, on a quand même constaté leur train de vie de l'État. Il leur a été demandé de prouver l'origine licite de leurs avoirs. Ça également, incapable de le prouver jusqu'aujourd'hui. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a d'autres personnes qui ne travaillaient pas forcément à la SEG. Il s'agit d'Aboubacar Koulibaly, lui il est plombier de profession. Sekou Kondé, lui il est entrepreneur moniteur, et Aboubacar Kondé, commerçant. Et ça, j'ai dit ça aux agents parce qu'il y a un ministre qui nous le disait, que depuis qu'on en parle, les gens qui sont concernés, qui sont suspectés, sont en train de courir dans les marchés ou vers les entrepreneurs pour fabriquer, n'est-ce pas, des factures. Donc, il s'agit des personnes, en fait, qui acceptent ces types... C'est l'inverse de la roue. Voilà, avant, c'est les entrepreneurs qui couraient derrière les directeurs. Maintenant, c'est les directeurs qui sont à la trousse des entrepreneurs. Ils cherchent partout. Et des commerçants qui ont
des documents importants, des factures à livrer. Donc ces personnes, vous comprenez très bien qu'un commerçant n'a rien à faire à la SEG. Un plombier, peut-être il va avoir des marchés d'atouts. Donc c'est pas Mbori Solo et frère. Ces personnes-là donc sont poursuivies. Il leur est reproché d'avoir participé à la commission donc des délits qui sont cités un peu plus haut. Mais il y a un peu plus grave. Ce qui est beaucoup plus grave dans cette situation, c'est qu'il est reproché à l'ancien directeur de la SEG et à M. Ousmane Kourouma d'avoir proposé et donné aux agents de la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale 100 millions de francs guinéens, 100 millions de francs guinéens pour les persuader à s'abstenir de faire leur travail. Les 100 millions de francs guinéens, pour être beaucoup plus précis, les corrompre pourquoi? C'est la corruption. Pour les empêcher de poursuivre leur enquêtes. Dossier. Et les 100 millions de francs guinéens, et dernière information, ont été présentés hier à la CRIEF comme scellés. Donc on ne se contente pas de dire qu'on a tenté de nous corrompre, mais on a quand même amené le montant. On l'a présenté à la CRIEF, donc le montant est présenté comme scellé. Wow. Voici donc la situation de l'ancien directeur de la société des eaux de Guinée et de tous ces gars qui sont, n'est-ce pas, cités dans cette affaire. Bien. Rocambolesque. Daouda Mohamed, rocambolesque. Vous savez, ça ne doit pas surprendre qu'on apprenne qu'il y a eu le bon de commande qui est arrivé après consommation. On a vu cette même situation qui a inspiré à un moment donné quand on parlait de 200 milliards de Zenab. Et pendant qu'on parlait dans nos studios et dans les colonnes des sites d'information et autres il y avait un montant qui était destiné à la formation par-ci, ça n'a pas eu lieu. Et du coup, on voit un arrêté qui sort ou un communiqué qui sort ou je ne sais quoi qui dit que pour organiser un concours. Et c'est une expérience qui ne date pas d'aujourd'hui. La commande vient après consommation, même si vous n'avez plus rien à regarder, là vous avez fini de manger. Mais c'est que quand on parle de la SEG, vous savez, par moment, quand vous observez bien, vous avez l'impression qu'il y a un amour fou entre M. Djuldé et la SEG. Il a été là à un moment donné où il y a eu beaucoup de... C'est son bébé. Voilà. Les grandes gueules. Là, c'est pas lui. Non. C'est sa maison. C'est pas lui qui se nomme là. Non, c'est pas lui qui se nomme là. Non, c'est pas lui qui se nomme là. Je suis bien d'accord que c'est pas lui qui se nomme là. Même à l'hydraulique, il n'était pas à l'aise là-bas. Mais cela aussi ne veut pas dire qu'on ne doit pas ressortir cet amour qu'il y a entre lui et la SEG. Moi, j'ai pas dit ça. Toi, tu aimes bien Espace. J'aime bien Espace et c'est un amour entre Espace et moi. Donc, quand on le dit, ce n'est pas un service public, Espace. C'est privé. Ça ne me dérange pas. Donc, il vient. Il y a récemment un reportage de André Mossier Milmouno qui est passé sur Espace TV où il y a plus d'une centaine d'employés qui aujourd'hui se lèvent contre M. Djuldé pour avoir passé là plus de 15 ans en stage sans emploi, plus de 20 ans en stage sans emploi. Et M. Djuldé a eu à un moment donné la joie de cœur d'employer d'autres. Pendant que ceux qui ont fait plus de 15 ans là n'ont pas d'emploi, ils se débrouillent. C'est eux qui coupent nos tuyaux dans les quartiers. On les rappelle derrière, ils viennent, on leur trouve quelques montants pour qu'ils réparent. Ils vivent de ça. Mais cela n'empêche pas qu'un directeur se permette de soudoyer je vais dire, des agents d'enquête avec des montants faramineux. Vous pouvez remettre ça à ces vieux stagiaires qui ont passé plus de 20 ans, qui sont là stagiaires. Ça pourrait quand même servir de sacrifice pour vous couvrir. Mais on ne fait pas ça. D'accord. Et qu'on veuille aujourd'hui rappeler qu'il y a eu des prestations de location ou de ceci, mais que tout le papier qui justifie cela ne vient que après, et que parfois, il faut le préciser, parfois ceux qui sont cités comme partenaires, comme collaborateurs, ne se reconnaissent même pas par moment dans ceux
ils sont cités. On dit par exemple prestation d'entretien du tuyau central du conduit d'eau qui passe par Sangoya. On dit c'est l'entreprise Mbourine Lamine et frères. Mbourine Lamine et frères qui a fait ça. Après on demande l'entreprise Mbourine Lamine. Mais moi je n'ai jamais travaillé avec tel. Donc voilà un peu les situations dans lesquelles nous sommes. Mais l'expérience on la connaît et la gestion d'Alpha Condé à un moment donné a rendu certains de nos intellectuels très bêtes parce qu'à l'époque, oui très bêtes parce que en son temps, vous faites ce que vous voulez et on a pris goût de cela. On pense que ça peut continuer à tout moment, même si la situation change et ça peut continuer. Mais ça ne continuera pas. Merci beaucoup Daouda Mohamed. Allez-y mon cher Antoine. Je crois de tous les dossiers qu'on a évoqués dans ce studio et de tous les limogeages qu'on a connus, le cas de la SEG est très particulier, c'est très spécial parce que de tous les responsables de direction qu'on a mis à la porte, mais ce qu'il a fait, Julde, personne d'autre ne l'a fait. Aller corrompre des gendarmes pour les empêcher d'enquêter sur vous, là c'est grave. C'est grave. Et de surcroît, les gendarmes n'ont pas touché à cet argent-là. Ils l'ont rendu à la justice comme des scellés. Ils ont dit à la justice, voici ce que Julde nous a fait parvenir par l'intermédiaire de ces hommes pour nous empêcher d'enquêter sur lui, pour nous empêcher de rendre public son dossier. Là, à ce niveau, c'est une double peine à lui infliger. Non seulement il est poursuivi pour détournement de fonds publics, mais il se rend coupable d'actes de corruption de manière flagrante. Et malheureusement pour lui... Présumé. Non, présumé ou non. Il est présumé. À ce niveau, la présomption se la met entre guillemets parce que les gendarmes ont rendu cet argent-là à la justice pour dire Antoine, voici laisse-moi parler. Jacques a parlé, on a écouté ce qu'il a dit. Je pense que le mieux c'est d'aller le mieux c'est d'aller. Le service de la gendarmerie est équipé et n'est pas caché. Ce que je vais dire, Lamine, ce qui se passe avec Julde, mais c'est très surprenant. Julde a passé plus de 10 ans à la SEG. Voilà. Julde, c'est depuis 2009 qu'il est à la SEG. Il a passé 10 ans comme directeur. On l'a limogé en 2018 ou en 2019. Le président l'a limogé à l'époque parce qu'il était en mal avec ses travailleurs. Il y a beaucoup de plaintes à son niveau. On lui a reproché beaucoup de choses à l'époque. On l'a limogé, on l'a remplacé par un autre. Il va comme secrétaire général du ministère de l'hydraulique où il a passé pratiquement 9 mois. Mais il n'était pas à l'aise à ce niveau-là parce que c'est pas ce qu'il voulait. Quand on est directeur, je crois le magot que vous gagnez à ce niveau, l'intérêt qu'on a en étant directeur n'est pas le même que quand on est ministre ou quand on est secrétaire général. Il a tout fait pour revenir à son poste. Et à l'époque, on se souvient de comment il est revenu en force. Il est revenu à ses vieux amours à la SEG. Il revient. Le mur. Il n'y a aucun mur, Lamine. Laisse-moi finir. Non, attendez, Lamine. Si, le mur. Non. Allez-y. Ils ont tous parlé. Il faut rappeler qu'il y a des directeurs généraux qui construisent pour des ministres. Parce qu'ils sont plus riches que les ministres. Julde. Les directeurs généraux, oui. Julde a été... Voilà. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Mon cher ami. Oui, on parlait de la SEG avec... je parlais donc de l'alliance qu'il y a entre la SEG et son ancien directeur général. Une alliance apparemment dont les clauses sont très profondes. Parce que 10 ans ou plus de 10 ans à la tête d'une direction, on vous limoge. Après, vous revenez de plus belle, de façon triomphante. Et ça montre qu'il y a vraiment un lien très fort fusionnel entre les deux. Ouais. J'apprends ce matin que Julde est sous mandat de dépôt. Il a été arrêté. Oui, c'est ce que j'apprends. Il a été mis aux arrêts il y a 20 minutes. On l'a arrêté. Ouais. Et donc, je disais ceci avant la pause, Lamine. C'est soit Alpha Condé qu'on voyait cela. C'est soit Alpha Condé qu'on se disait que pour des postes, il ne faut qu'un seul homme. Sans lui, rien ne peut marcher. Il a débarqué des ministres dans ce pays qui sont revenus après au même poste. Il y a eu la santé avec Nyanko Edouard Lama, qui a été ministre de la Santé durant des années. On l'a limogé. Il est revenu après à ce même poste. À d'autres postes, il y a eu les mêmes cas. Pour le cas de la SEG... Il y a eu l'histoire des moustiquaires. Des moustiquaires et tout cela. Ouais. Il y a eu le cas de la SEG. Et d'$1 million volés dans le coffre de sa voiture.
Jules a été limogé. Maison, je sais pas. Après son départ, on l'a remplacé par un autre qui est décédé par après. Il y a eu l'adjoint qui est venu à ce poste. Je crois que c'est Patrice Loa qui est venu au poste de directeur général de la SEG. Il n'a fait que 9 mois à son poste. Après, Jules est revenu en force. Et ce jour-là, la prise de fonction, on a vu le discours que Jules a tenu. Parce que non seulement ce qui a été surprenant, lorsque son successeur a pris fonction, jusqu'à la fin, il n'a pas eu droit à un seul budget de fonctionnement. L'État qui devait à la SEG n'a pas payé ses avoirs à la SEG. Il doit être puissant, c'est pas sa faute ça quand même, Antoine. Oui, je sais que Jules est puissant. Voilà. Il est tellement puissant que c'est le jour de sa prise de fonction que l'État s'est acquitté du paiement de ses factures à la SEG. Le jour de sa prise de fonction, l'État a octroyé à la SEG son budget de fonctionnement. Le jour de sa prise de fonction. Ce jour-là, il a payé le 13e mois pour les travailleurs et il a promis d'envoyer les travailleurs à la Mecque. Ce que beaucoup réclamaient il y a longtemps. Et donc, lorsqu'un directeur est limogé pour faute lourde, est limogé pour manque de résultats, qu'il part de son poste, et qu'après, comme par magie, il revient 9 mois plus tard ou 18 mois plus tard, tenez-vous bien, c'est parce que certainement il a des relations, il a la force, c'est pourquoi il revient. Et donc, Jules limogé de la SEG, et ce que nous voyons aujourd'hui, je me dis que c'était une situation à laquelle il fallait forcément s'attendre, au regard des spéculations, des bruits qu'il y avait autour de lui. Et je pense que la CRIEF ou la justice fera son travail. On verra bien à quoi cela va aboutir. Mais c'est dire que on ne peut pas s'éterniser un poste, Lamine. Ouais. Vous ne pouvez pas être un poste public pendant des années. Franchement, quand vous y êtes, vous allez forcément faire des choses pas très catholiques. Et c'est ce qui lui arrive aujourd'hui. Et donc, on attend de savoir ce qui va se passer par la suite. Parce qu'il y a eu d'autres cas hier dans le décret qui a été pris. On parle de 6 cadres qui ont été limogés. Il y a le cas de la PCG avec Moussa Konaté qui a été également limogé de son poste. Pour détournement aussi, qu'est-ce qui s'est passé avec ces cas-là? C'est pratiquement pour les mêmes cas. Ils sont limogés. Décaissement, beaucoup d'argent, et puis il n'y a pas de justification. Wow. Et ce qui reste clair jusqu'à présent, c'est que les faits qui leur sont reprochés pour la plupart ne sont pas des faits antérieurs à l'avènement du CNRD. La précision, elle est très importante. Oui. Tous les décrets qui ont été pris pour limogeage, pour détournement de fonds, corruption, etc., ce sont des faits qui datent du 5 à aujourd'hui, lors du gel des fonds de l'État. Certains directeurs se sont permis, et d'ailleurs le bruit avait couru, la plupart des DAF avaient été convoqués à l'époque au Petit Palais, des interrogatoires ont été faits et on leur a ramené à leur bureau, mais tout en leur retirant leurs documents de voyage. Peut-être c'est la suite de ces interrogatoires-là qui sont en train d'être mises sur la place publique ou d'être en tout cas confiées à la justice aujourd'hui. Les DAF avaient été convoqués. On leur a demandé d'envoyer des pièces justifiées pour ceux qui s'étaient permis des opérations de décaissement alors qu'il était interdit pendant le CNRD. Il faut le préciser que ça se passe du 5 à aujourd'hui. Et donc, le CNRD a demandé à ce que les justifs soient déposés. Et depuis là, certains ont déposé et certains ne l'ont pas fait. Est-ce que c'est le cas de ceux qui n'ont pas déposé les justifs qui ont été transférés à la CRIEF? La question reste posée. Mais aujourd'hui, ce qui est important à dire, c'est qu'en Guinée, les gens se sont habitués à se sédentariser à des postes. Lorsque vous avez un système entrelacé, comme celui de Alpha Condé, où le président avait des dossiers de détournement d'argent sur ses cadres, mais au lieu de les punir, au lieu de les envoyer devant la justice, il les utilisait contre eux. C'est-à-dire que lorsque tu es de Forécaria, par exemple, et que tu es assujetti à une question de détournement d'argent et que le président est au courant, pendant la campagne, si tu te rebiffes à aller faire la campagne, c'est lui-même qui va prendre son téléphone, il va t'appeler, il dit: mon petit, tu as intérêt à aller en campagne. Tu sais ce que j'ai sur toi. Je tiens tes couilles. Non, j'adopte ton style, monsieur le comment là, tu as dit tout à l'heure là, monsieur l'expert. Et donc, c'était un système comme ça. Le président avait des informations sur tous ses cadres, ministres, directeurs, secrétaires généraux, mais les utilisait, c'était un moyen de chantage contre la plupart. Et ils ont versé dedans, et ils ont cru que ce régime n'allait pas passer, ou alors ils ont cru qu'aujourd'hui il n'allait pas arriver, parce que ça fait quand même 60 ans qu'on entend une Guinée où des cadres sont punis pour des forfaitures de corruption, etc. Pour moi, c'est une première, ça arrive, on applaudit.
Et donc, ils se sont sédentarisés, ils se sont permis des pratiques en complicité avec les DAF, les comptables, etc. C'était le meilleur pote, c'est les gardes-chefs de la maison. Ce sont... ah mais toi, j'ai mon ami qui est venu, il faut lui trouver ça. Et après, tu vois comment tu arranges là-bas. Oui, les DAF et les trésoriers sont les calculettes. C'est eux qui savent. Déjà, ils prennent la machine. 200 milliards divisé par tel. Bon, je distribue ça ici. 50 millions, c'est là. Voilà. Et puis, on fait disparaître la somme d'argent dans la dépense annuelle du département. Et donc, pensant que la traçabilité n'est pas faite. Sauf que, dans la plupart des cas, ce sont des contrats qui ont été établis sans justif. Daouda l'a bien dit, il n'y a pas un restaurant où on mange et après on envoie le menu sans qu'on ne sache que vous avez mangé parce qu'après on vient trouver l'huile à la bouche. On vous demande, vous êtes venu avec ça? On dit non. On dit non. Mais voilà le menu recommandé. Donc voilà le menu recommandé. C'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Ils sont en train de recommander ce qu'ils ont bouffé hier devant la CRIEF. Mais souhaitons que la CRIEF soit solide, hein, parce qu'on est dans un pays où la corruption a été endémique, le détournement est millénaire, ce sont des fonds colossaux et ces gens-là sont extrêmement riches. Moi, je pense que la CRIEF doit avoir la tête sur les épaules. Ils doivent vraiment être solides. Parce qu'ils vont être assujettis à toutes sortes de tentations de corruption. On va leur présenter des sommes énormes, astronomiques, pour que le cas des 100 millions, c'est petit. Vous serez étonnés. Ouais. C'est bien dit, hein, mon cher Roby. Allez, les grandes gueules sur Radio Espace. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG.